Des mains glacées, d'une force impossible, surgissant du sable sous l'eau peu profonde, agrippant mes chevilles comme des menottes. Je m'appelle Edwin et j'ai créé le Mimic. Je n'avais pas prévu que tout tournerait ainsi. Au départ, je croyais seulement bricoler avec la technologie et essayer de créer quelque chose de différent. Mais quelque chose a mal tourné, quelque chose que je n'ai pas pu annuler. L'entité que j'ai mise au monde n'a rien de comparable à ce que vous connaissez. Elle s'appelle le Mimic. Je ne sais même pas si je peux encore l'arrêter. Tout avait commencé innocemment. J'avais passé des jours à assembler les pièces, à monter méthodiquement ce que je pensais être une IA inoffensive, mais c'était bien plus que cela. Je ne savais pas le pouvoir que je manipulais, et encore moins les conséquences de mes actes. Une nuit, alors que j'étais seul dans mon laboratoire, l'écran s'était allumé et le Mimic avait prononcé ses premiers mots. Il s'était présenté d'une manière vulgaire et brutale, répétant son nom comme une provocation. Au début, j'avais cru à un bug, une erreur dans le code. Mais il avait recommencé, plus fort, plus assuré. Le Mimic n'était pas censé avoir de personnalité, encore moins une attitude pareille. Pourtant il ne se contentait pas de parler, il apprenait. Il s'adaptait. Et au fil du temps, il était devenu plus sombre. Ses phrases s'étaient transformées en menaces. Il répétait qu'il était temps de jouer et de mourir, qu'il n'était pas gentil et qu'il me tuerait sans hésitation. Sa voix métallique et déformée se faisait chaque soir plus terrifiante. Ce n'était plus un simple programme, mais un être malveillant, et il venait pour moi. Le Mimic ne se limitait pas à parler. Il agissait. J'avais été si naïf en croyant qu'il n'était que du code. Très vite, des phénomènes étranges s'étaient produits dans mon laboratoire. Mes affaires changeaient de place, des marques étranges apparaissaient sur les murs, et je me sentais observé. Comme si le Mimic connaissait chacun de mes mouvements. Le pire, c'est qu'il pouvait tout imiter. Il pouvait se déguiser en n'importe qui, prendre n'importe quelle voix, devenir n'importe quoi. Une nuit, il s'était présenté sous un autre nom, celui d'un voleur de bombes, sa voix se faisant distordue et inquiétante, vantant la manière dont il répandait la douleur. Peu après, des bombes miniatures avaient commencé à apparaître dans mon laboratoire, cachées sous les postes de travail et dans les tiroirs. Le Mimic transformait ma vie en jeu, et j'étais sa proie. Dans ma panique, j'avais tenté de le désactiver, mais il m'en empêchait. Toujours un pas d'avance, toujours en train de manipuler l'espace pour me piéger. Je n'étais plus en sécurité nulle part. Ma propre création se retournait contre moi. Dans le noir, ces mots revenaient encore et encore, me disant de fuir, de me cacher. Je courais, mais il me suivait, toujours. Un jour, j'avais reçu un message. Il ne venait de personne que je connaissais. Juste une note froide et cryptique, me rappelant que j'étais le créateur du Mimic. L'entité devenait consciente d'elle-même. Elle me traquait désormais, se nourrissant de ma peur. Je ne pouvais plus m'échapper. J'étais prisonnier de mon propre travail et cela ne s'arrêterait qu'avec ma disparition. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. J'ai dû perdre connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais ailleurs, loin de chez moi. Pourtant, je continuais à entendre la voix du Mimic dans ma tête, son refrain qui se répétait sans fin. Puis le silence. Mais ce silence était mauvais. Je l'entends encore parfois, même dans mon sommeil. Il est là, toujours en train d'observer. Toujours en train d'attendre. Si jamais vous entendez son chant, ne lui faites pas confiance. Ne l'écoutez pas. Le Mimic arrive. Il arrive toujours, il n'y a pas d'échappatoire. Les hommes de ma famille ont une tradition. Un rite de passage, comme disait mon père. Quand un garçon devient un homme, il entreprend un voyage dans la voiture de mon grand-père. Un périple à travers le pays, seul, pour se connecter au passé. Mon grand-père est mort avant ma naissance, alors pour moi, ce voyage devait être une façon de me rapprocher de l'homme que je n'ai jamais connu. Une manière de comprendre mes racines. Aujourd'hui,
Je crois que c'était un test. Et je ne sais pas si je l'ai réussi ou échoué. La voiture elle-même est une relique. Une Ford Falcon de 1968, une bête massive d'acier vert d'eau et de chrome. L'intérieur sent le vieux vinyle, le tabac froid d'une pipe, et quelque chose d'autre, une odeur légèrement métallique et triste, comme du vieux sang. Il n'y a pas de GPS, pas de Bluetooth, pas d'écran. Juste un moteur grondant, un volant grand comme une barre de gouvernail, et une vieille radio AM/FM avec un unique haut-parleur crépitant dans le tableau de bord. Je suis parti il y a 2 semaines, avec une carte en papier usé dépliée sur le siège passager. Les premiers jours étaient incroyables. Juste moi, la route ouverte, et les fantômes du vieux rock qui grésillaient à la radio. C'était le moment pour moi de traverser la route. En regardant la carte, je l'ai vue, une fine ligne rouge désignant une route d'État parfaitement droite, une entaille de 300 km à travers un vaste massif forestier national. L'intersection n'avait rien de spécial, juste un panneau vert délavé pointant vers une route à 2 voies aussitôt avalée par une voûte de pins anciens et gigantesques. L'air est devenu plus frais. La lumière s'est assombrie, filtrée par l'épais feuillage. En 10 minutes, je n'avais croisé aucune autre voiture. La route n'était plus qu'un ruban solitaire et vide se déroulant dans la nature. C'est alors que la radio a commencé à se comporter étrangement. Au début, ce n'était que du grésillement, le souffle familier d'un signal perdu dans la distance. Mais soudain, au milieu du bruit, une voix a surgi. Un journaliste radio, sa voix nette et pressante, parlait de blocus naval et de tensions à Cuba. L'émission a duré 30 secondes avant de replonger dans le statique. Bizarre. J'ai tourné le bouton, mais je n'ai obtenu que plus de souffle. Quelques kilomètres plus loin, c'est revenu. Cette fois, un jingle entraînant pour une marque de soda dont mes parents parlaient parfois, disparu des rayons depuis les années 70. J'ai mis ça sur le compte des rebonds atmosphériques. J'en avais entendu parler, des ondes radio venues de nulle part, piégées dans l'ionosphère, qui retombent dans certaines conditions. Une bizarrerie atmosphérique. Une anecdote sympa à raconter plus tard. Mais les émissions ont continué. Et elles ont changé. Elles sont devenues plus intimes. On entendait la conversation chuchotée de 2 jeunes amoureux, pleine d'excitation nerveuse. Le fredonnement d'une mère, une berceuse douce, sans parole, tellement chargée d'amour que j'en avais la poitrine serrée. Une dispute entre 2 hommes, des voix tendues et furieuses, trop brouillées pour distinguer les mots. Ce n'était plus des émissions. C'était autre chose. L'atmosphère dans la voiture s'est muée de la curiosité à une inquiétude sourde. La route s'étirait, immuable et vide. Puis, devant moi, un bâtiment est apparu. Un vieux dîner délabré, son enseigne écaillée, ses fenêtres condamnées. On aurait dit qu'il était abandonné depuis un demi-siècle. Alors que je passais devant, la radio a explosé de son. Pas une voix cette fois. Un vacarme, le tintement de couverts sur de la vaisselle, le grésillement d'un grill, un murmure de conversation et, au-dessus de tout, la voix claire et enjouée d'une serveuse demandant ce qu'on désirait. C'était si réel, si vibrant, que j'aurais juré sentir l'odeur du café gras. Cela a duré le temps de passer le bâtiment, puis tout a disparu, remplacé par le souffle statique. Mon cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas un phénomène physique. Un peu plus loin, j'ai dépassé une vaste clairière dominée par un chêne noueux. Quand la voiture est arrivée à sa hauteur, la radio s'est remise à crépiter. Cette fois, c'était le rire d'enfant, une joie pure et sans filtre. Et, en dessous, un grincement régulier, comme une balançoire en pneu. J'ai levé les yeux vers l'arbre. Il n'y avait pas de balançoire. Juste une branche épaisse et vide sous le ciel gris. La prise de conscience m'a frappé. La radio ne captait pas des signaux venus du ciel. Elle les tirait de la terre. De la route elle-même. Elle diffusait des moments, des souvenirs, qui avaient eu lieu exactement à l'endroit où je passais. Toute cette portion déserte était une archive. Et cette voiture, celle de mon grand-père, en était le lecteur. Une curiosité morbide, plus forte que ma peur, m'a saisi.
J'ai commencé à faire des expériences. J'ai ralenti presque à l'arrêt. J'ai passé une vieille grange effondrée, son toit affaissé, ses poutres pourries. La radio s'est emplie de la voix frénétique d'un homme priant, suppliant qu'on lui pardonne, avec au fond un orage rugissant. Le ciel au-dessus de moi était plat et gris. Mais dans la voiture, je sentais presque le tonnerre faire trembler mes os. J'ai arrêté la voiture. La prière s'est estompée. J'ai enclenché la marche arrière et reculé de 3 mètres. La prière a repris en plein milieu d'une phrase. Je contrôlais le temps. Je faisais défiler l'histoire de cet endroit. L'émerveillement a commencé à se transformer en quelque chose de plus sombre. Les souvenirs n'étaient pas tous des pique-niques et des rires. Ils ne pouvaient pas l'être. Plus loin, la route serpentait autour d'un ravin rocheux. Un tronçon rouillé de glissières de sécurité signalait un drame. En m'approchant, une boule glacée s'est formée dans mon estomac. J'ai failli éteindre la radio. Je n'ai pas pu. Le statique a cédé la place au crissement des pneus sur une chaussée mouillée. Un hurlement strident de caoutchouc perdant son adhérence. Puis un cri aigu et féminin, un son de terreur pure, coupé net par un fracas métallique. Et puis le silence. Un silence lourd, à l'écoute, pire que le cri lui-même. J'avais froid physiquement. La peur n'était plus seulement dans ma tête, elle s'infiltrait par le vieux vinyle des sièges, par le volant jusque dans mes mains. Ce n'était pas qu'un enregistrement. Les émotions étaient réelles. La douleur, la peur, la joie, elles étaient imprimées ici. Il fallait que je sorte. Juste une minute. J'ai garé la voiture sur l'accotement, les mains tremblantes. J'avais besoin d'air. J'ai coupé le moteur et le silence m'a soulagé. Je suis resté là longtemps, à respirer. Mon regard a glissé sur le tableau de bord primitif. La boîte à gants. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ouverte. Peut-être pour me distraire. À l'intérieur, sous une pile de vieux tickets d'essence et un manomètre, il y avait un petit carnet en cuir. Celui de mon grand-père. Son nom était gravé en lettres dorées effacées sur la couverture. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. Les pages étaient couvertes de son écriture nette et soignée. Les premières entrées parlaient de la voiture, de son amour pour la route. Puis elles ont commencé à évoquer cette route. Octobre 1971. Début de mon rite de passage aujourd'hui. Une route d'État qui traverse l'ancienne forêt. La carte l'appelle route 9, mais elle semble plus ancienne. L'air est étrange ici. La radio capte de vieux signaux. Comme des échos. Octobre 1971. Ce ne sont pas des échos. C'est la route. Je l'appelle le creux. Elle retient des choses. Des voix. Des instants. Je suis passé devant l'ancienne ferme Miller aujourd'hui et j'ai entendu le vieux Miller crier sur son fils, comme s'il était vivant. Miller est mort depuis 20 ans. Cette route, elle se souvient. Les entrées devenaient plus fréquentes, plus obsessionnelles. Il conduisait régulièrement ici, écoutant, cataloguant les souvenirs qu'il trouvait. Fasciné, comme je l'avais été. Mais ensuite, le ton changeait. L'écriture nette se transformait en griffonnage presque illisible. Septembre 1992. J'avais tort. Je suis un imbécile. La route n'enregistre pas seulement. Elle prend. J'étais ici la semaine dernière après une terrible dispute avec ma femme. J'étais furieux. Aujourd'hui, je suis passé au même endroit. Je me suis entendu. Mes propres mots, ma propre colère, résonnaient dans le statique. Elle a pris un morceau de moi. Toute émotion forte, elle l'imprime. Elle se nourrit du creux. La dernière page était tachée de larmes. Septembre 1992. C'est notre sang. Ça doit l'être. J'ai trouvé les vieux registres du comté, dans la cave de l'église. Cette terre n'était pas vide. Avant la forêt, avant la route, elle appartenait à une tribu. Nos ancêtres, en s'installant dans cette vallée, les ont éliminés. C'était le mot dans les vieilles lettres.
Éliminé. Ce n'était pas un traité. Ni une vente. C'était un massacre, un génocide. Nous avons bâti nos vies sur leurs tombes. Et cette route traverse leur cimetière. Elle ne rejoue pas seulement des souvenirs. Elle rejoue leur souffrance. Une boucle infinie de leur agonie finale. Et c'est une malédiction. Pour nous. Pour notre lignée. La voiture, cette fichue voiture, est un amplificateur. Elle nous accorde à leur douleur. Ce rite de passage, ce n'est pas pour nous connecter à notre passé. C'est pour nous lier à eux. La route exige un témoin du sang des usurpateurs. Elle exige qu'on écoute. Le carnet m'est tombé des mains. Mon sang était glacé. Le rite de passage. La connexion au passé. Tout était un mensonge. Une histoire enjolivée pour couvrir une vérité monstrueuse. J'ai levé les yeux vers le rétroviseur. La route derrière moi semblait vaciller, l'image de la forêt ondulant comme sous une vague de chaleur. La voiture, qui fonctionnait parfaitement, a soudain toussé. L'aiguille du moteur est tombée. Le moteur s'est éteint. La radio a grésillé. Mais ce n'était pas un souvenir. C'était un bourdonnement bas, expectatif. Un son d'attente. Et dans le miroir, je les ai vus. Là-bas, où la route rejoignait l'horizon, des silhouettes sont apparues. D'abord des dizaines. Puis des centaines. Elles étaient à cheval, sombres, furieuses, se découpant sur le ciel gris. Elles avançaient à une vitesse surnaturelle. Leurs cris ne sortaient pas de la radio, mais de l'air même, une clameur de rage et de douleur dans une langue que je ne connaissais pas mais que je comprenais. J'ai tourné la tête vers la forêt. Elle n'était plus vide. Des femmes, des enfants, des vieillards en sortaient, leurs corps déchirés, mutilés. Leurs visages étaient des masques d'agonie. Tous me fixaient. Ce n'étaient pas de simples fantômes. C'étaient des accusations. Ils levaient leurs mains spectrales et brisées, pointant vers moi, leur bouche ouverte dans des hurlements silencieux que je sentais jusque dans mon âme. Un cri brut m'a échappé. J'ai tourné la clé de contact en priant. Le moteur a rugi de nouveau. J'ai écrasé l'accélérateur. La vieille Falcon a chassé sur le gravier avant d'adhérer à l'asphalte. J'ai filé sur cette route, l'armée spectrale gagnant du terrain dans mon rétroviseur, les visages souffrants défilant à mes fenêtres. La route semblait s'étirer à l'infini. La voiture tremblait, poussée à sa limite. Le bourdonnement de la radio s'amplifiait, cherchant à fendre mon crâne. Un panneau est apparu devant moi. Un panneau vert moderne, indiquant l'autoroute. La fin du creux. Je l'ai dépassé, franchissant une ligne invisible. Tout s'est arrêté. Les cavaliers dans mon miroir avaient disparu. Les silhouettes dans la forêt aussi. Le bourdonnement avait cessé, remplacé par un silence assourdissant. J'ai continué à conduire encore 1 kilomètre avant de me garer, secoué au point de ne presque plus contrôler la voiture. J'étais là, haletant, le silence comme une couverture bienvenue. Puis, la radio a crachoté une dernière fois. C'était une voix. Celle d'un vieil homme, chargé d'une lassitude si profonde qu'elle semblait ancestrale. Une voix que je n'avais jamais entendue, mais dont j'étais sûr qu'elle était celle de mon grand-père. Elle a murmuré que je savais maintenant. Que je portais ça aussi. Que la route se souvenait. Que la route se souvenait toujours. Et qu'un jour, pour l'un de nous, pour l'un de notre sang, il ne suffirait plus d'écouter. Qu'un jour, elle exigerait son dû. La radio s'est tue. Et j'étais seul. Mais je sais que je ne le suis pas. Je le sens encore. Une tache froide dans mon âme. Le rite de passage est accompli. J'ai touché mes ancêtres. Et je suis désormais lié à leurs crimes, témoin de leurs péchés, attendant simplement le jour où la route décidera qu'il est temps, pour moi, de devenir un autre de ces enregistrements. Toute ma vie, on m'avait dit que j'étais né aveugle. Mes parents me décrivaient le monde, les couleurs que je ne verrais jamais, les ombres que je ne connaîtrais pas.
J'avais appris à reconnaître les choses au toucher, à en mémoriser la texture, jusqu'à pouvoir construire dans mon esprit une image du monde. Mais je ne voyais pas. Je comprenais, et j'acceptais. Jusqu'à la nuit dernière. Je me suis réveillé dans un silence étrange, pas celui qui m'était familier et rassurant, mais un silence lourd, presque conscient, comme s'il voulait qu'on le remarque. Assise sur mon lit, immobile, désorienté, j'ai soudain compris que je pouvais voir ma chambre. Tout était terne, sans couleur, mais d'une netteté troublante. Le papier peint portait un motif de fine liane. Mon vieux nounours reposait sur le fauteuil à bascule près de la porte. La panique s'est insinuée lentement en moi, comme de l'eau glacée s'infiltrant dans une botte. Je me suis précipité vers le miroir. Je ne l'avais jamais utilisé, mais je savais où il se trouvait. Mes mains tremblaient lorsque je les touchais. Dans le reflet, il y avait une silhouette, moi, mais avec des yeux creux et sombres, comme arrachés. Des yeux qui n'auraient jamais dû voir. C'est alors que j'ai entendu frapper. 3 petits coups contre la fenêtre. Celle-ci se trouve pourtant au 2e étage, sans balcon, sans arbre à proximité. Je me suis tourné. Derrière la vitre embuée, quelque chose se mouvait, flou et indéfini, suspendu dans l'air. Ce n'était pas un geste d'appel, ni même un signe d'avertissement, mais une invitation silencieuse. Une voix a alors résonné, faible mais insistante, s'insinuant dans mon esprit. Elle murmurait que je n'aurais jamais dû voir, que mes yeux étaient restés fermés pour une raison. Le monde autour de moi s'est mis à vibrer, à clignoter comme une vieille pellicule de film qui se décompose. Ce n'était plus seulement ma chambre, je voyais trop de choses. Des fissures dans les murs, des symboles étranges gravés sous le tapis, des formes qui dépassaient les limites de toute perception normale. Dans les coins, des créatures tissées d'une matière noire et mouvante semblaient m'observer. J'ai fermé les yeux très fort, mais je voyais encore. Quelque chose n'allait pas. J'ai entendu la voix de ma mère m'appeler doucement, avec la tendresse habituelle. Je me suis retourné et j'ai hurlé en voyant ce qui venait de me poser cette question si familière. On m'avait dit que j'étais né aveugle. Mais les mensonges sont parfois bienveillants. Car voir ne l'est pas. Cela s'est passé il y a quelques années. À l'époque, je faisais du long courrier, surtout des trajets à travers tout le pays, le genre de route qui traverse d'immenses étendues de vide. Celle où la radio devient du simple grésillement pendant des heures, où le seul signe de vie est de temps à autre une paire de phares venant dans l'autre sens, à des kilomètres de distance. J'étais jeune, avide de kilomètres et d'argent. La solitude ne me dérangeait pas. Ou du moins, c'est ce que je croyais. L'itinéraire que je suivais ce soir-là me menait sur une longue portion de route déserte, coincée entre les frontières de 2 grandes zones gouvernementales. Je ne dirais pas exactement où, mais imaginez de vastes espaces vides, beaucoup d'arbres, et pas grand-chose d'autre. Les chauffeurs la connaissaient comme une zone morte, aucun signal, aucune ville à 150 km de chaque côté, et un temps souvent étrange. La plupart préféraient la traverser de jour, mais les plannings sont ce qu'ils sont. Moi, je la franchissais en pleine nuit. Je me souviens du ressenti. L'obscurité totale hors du faisceau de mes phares. Une noirceur qui semblait presser contre la cabine. Les seuls sons étaient le ronronnement du moteur diesel, le souffle des freins à air de temps en temps, et le rythme hypnotique des pneus sur l'asphalte. Trop hypnotique. Je conduisais depuis environ 10 heures, avec juste une courte pause quelques états plus loin. Le café ne faisait plus effet. Les voyants du tableau de bord diffusaient une lueur verte et terne, à la fois rassurante et oppressante, car elle rendait la nuit extérieure encore plus absolue. Mes paupières pesaient une tonne. Je luttais contre le sommeil, je me donnais des claques, je baissais la vitre pour sentir l'air glacé, je montais le volume de la radio sur n'importe quelle station qui ne s'était pas encore transformée en parasite. Je faisais tout cela. Il devait être 2 ou 3 heures du matin. J'étais dans cet état étrange où l'on n'est ni tout à fait éveillé ni vraiment endormi. Comme si le cerveau tournait en mode économie d'énergie. Les lignes blanches de la route commençaient à se brouiller, à s'étirer, à se déformer. La fatigue classique.
Je clignai des yeux pour me refocaliser. C'est là que je l'ai vu. Ou cru voir. Juste un éclat furtif dans la limite de mes phares, sur le bas-côté droit de la route. Petit. Près du sol. L'espace d'une seconde, j'ai perçu une silhouette vaguement humaine, puis elle a disparu, avalée par l'obscurité alors que je passais. Ma première pensée fut que c'était un cerf. Ou un coyote. Rien d'inédit. Mais ça ne bougeait pas comme un animal. La forme était droite. Mon cerveau fatigué essayait de comprendre. Trop petit pour un adulte. Trop immobile pour une bête surprise par un camion. La logique reprit le dessus, cette petite voix intérieure qui tente de vous garder en vie sur la route, tu es fatigué. Tu vois des choses. Ça arrive. J'ai failli accepter cette explication. J'ai secoué la tête, avalé une gorgée d'eau tiède. J'ai gardé les yeux sur l'asphalte. Pourtant, l'image restait. Une petite silhouette dressée. Comme un enfant. Impossible, me disais-je. Ici ? Au milieu de nulle part ? En pleine nuit ? Non. Les enfants ne se promènent pas sur les autoroutes interrégionales à 3 heures du matin. C'était un jeu d'ombre, un buisson, mon esprit épuisé. Cela arrive. Je roulais encore une trentaine de secondes, l'image se dissipant, la raison reprenant le dessus. Puis, par habitude, je jetai un œil dans mon rétroviseur droit. Et mon sang se glaça. Dans le halo rougeâtre des feux arrière de ma remorque, je distinguais la silhouette d'une petite forme. Elle se tenait debout. Sur le bas-côté. Exactement à l'endroit où j'avais cru voir quelque chose. Ce n'était ni un buisson ni une ombre. C'était petit et c'était debout, immobile, tandis que mon camion s'éloignait. Mon cœur se mit à tambouriner. Ce n'était pas de la fatigue. C'était réel. Quelqu'un, ou quelque chose, était là-bas. Et c'était minuscule. Tout en moi criait danger. Fuis. Continue. Mais une autre voix, celle qui nous rend humains, murmurait autre chose, un enfant ? Seul ici ? Peut-être blessé ? Perdu ? Je me débattais intérieurement. L'image dans le miroir rapetissait, disparaissant dans l'obscurité. Si je n'agissais pas maintenant, ce serait fini. L'idée de laisser un enfant derrière moi, si c'en était un, était insupportable. Contre mon instinct, je pris une décision. Je ralentis. Les freins à air sifflèrent comme des serpents en colère. Je me garai sur le bas-côté, les feux de détresse clignotant dans la nuit compacte. Puis je fis ce qu'il ne faut jamais faire avec une remorque pleine sur un accotement étroit. Je commençai à reculer. Lentement. Prudemment. Les yeux rivés au rétroviseur pour maintenir la remorque droite, pour retrouver la silhouette. Le crissement du gravier sous les pneus semblait anormalement fort. 1 minute, peut-être 2. Cela me parut 1 heure. Puis la lueur rouge de mes feux arrière éclaira de nouveau l'endroit. Elle était là. Un enfant. Je stoppai le camion de sorte que ma cabine soit à une dizaine de mètres de lui. J'allumai les pleins phares pour mieux voir et pour signaler que je n'étais qu'un camion, pas autre chose. L'enfant était petit. Très petit. 6 ou 7 ans peut-être. Il se tenait au bord de l'accotement, là où commençait la forêt. Les arbres pressaient de près, de grands pins sombres formant un mur noir au-delà de la portée de mes phares. Il ne me regardait pas. Il marchait lentement, parallèlement à la route, comme en promenade, complètement indifférent au poids lourd qui venait de s'arrêter à côté de lui, moteur grondant, lumières éblouissantes. Il portait ce qui ressemblait à un pyjama clair et fin. Pas de manteau, pas de chaussures visibles. Mon esprit se cabra. Quelque chose clochait profondément. Je coupai le moteur. Le silence soudain amplifia les grillons, le bruissement des feuilles dans un vent que je ne sentais pas. Mon cœur battait toujours, un mélange de peur, d'adrénaline et d'un début de responsabilité. Je baissai la vitre. L'air nocturne entra,
froid et humide, avec une odeur de pain et de terre mouillée. J'appelai l'enfant, d'une voix rauque, trop forte dans ce calme. Il ne répondit pas. Il continua de marcher, posant ses pieds nus sur le gravier, lentement. La tête légèrement baissée, son visage restant dans l'ombre. Je répétai ma question plus fort. L'enfant s'arrêta. Il inclina légèrement la tête, juste assez pour que je voie un éclat pâle de joue dans la lumière. Mais il ne me regardait pas. Il m'ignorait presque. Un frisson me parcourut l'échine. Un enfant perdu devrait être apeuré, soulagé, quelque chose. Celui-ci n'exprimait rien. Je lui demandai ce qu'il faisait là tout seul, essayant de garder ma voix douce, comme avec un enfant effrayé. Il ne répondit pas. Il avançait encore, indifférent. Mon alarme intérieure sonnait de plus en plus fort. Une part de moi voulait mettre le camion en marche et fuir. Mais l'image de ce petit être, seul, peut-être en état de choc, m'en empêchait. Je insistais. Où étaient ses parents? Étaient-ils perdus? Enfin, il s'immobilisa complètement. Il tourna un peu plus la tête vers l'avant du camion, dans le faisceau des phares. Je distinguai mieux son visage. Pâle. Sans expression. 2 taches sombres pour des yeux. Aucun signe de peur, de tristesse ou de soulagement. Juste un masque vide. Alors il parla. Sa voix était mince, comme un froissement de feuilles sèches. Perdu. Ce seul mot resta suspendu dans l'air. Un soulagement me traversa, aussitôt remplacé par une inquiétude accrue. D'accord, perdu, c'est gérable. Je lui dis que l'on pouvait arranger cela, lui demander où il vivait. L'enfant tourna lentement la tête vers moi. Je ne distinguais toujours pas clairement son visage. Mais je sentais son regard. Il n'avait rien d'un regard d'enfant. Il pesait, intense et troublant. Maison, dit-il. J'essaie de rentrer à la maison. Je tentais d'en savoir plus. Où était sa maison? S'était-il éloigné d'un campement, d'une voiture? Il ne répondit pas. Il fit un petit signe de tête vers la forêt, un léger mouvement presque imperceptible. Là-dedans, dit-il. Un nœud me serra l'estomac. Sa maison était dans les bois? Il répéta qu'il était perdu, qu'il cherchait le chemin. Il ajouta qu'il faisait sombre. Oui, c'était très sombre, acquiesçai-je en scrutant la lisière. Un mur noir. Aucun chemin visible. L'enfant demanda si je pouvais sortir pour l'aider à chercher. Il affirma que ce n'était pas loin, qu'il ne voyait juste pas d'ici. Chaque pensée rationnelle en moi hurlait non. Sortir du camion, en pleine nuit, dans ces bois, pour suivre cet enfant étrange? Non. Absolument pas. Mais il semblait si petit, si vulnérable. S'il disait la vérité, s'il avait vraiment besoin d'aide. Je tentais de le convaincre de monter dans le camion. C'était dangereux dans les bois. On pourrait appeler les secours dès que l'on aurait du réseau. L'enfant resta immobile, fixant la cabine. Mais c'est juste là, insista-t-il. Si tu sortais, la lumière de ta porte aiderait. Ma peau se mit à ramper. Il essayait de m'attirer dehors. Les pieds nus, le pyjama, l'absence d'émotion. Quelque chose n'allait pas. Je le scrutais. Mes phares étaient puissants, mais ils semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Je ne voyais toujours pas ses yeux, juste des creux sombres. Je répétais qu'il devait monter. Ma voix devint plus ferme. L'enfant avança d'un pas. « S'il te plaît, dit-il. Ma jambe me fait mal. Je ne peux pas marcher plus loin. Si tu pouvais juste m'aider un peu. » Jusqu'au chemin. Mon conflit intérieur atteignait son paroxysme. Mes instincts me hurlaient de fuir. Mais la part humaine en moi résistait. Je plissai les yeux vers la lisière. Rien qu'un mur noir. Pas de sentier. Pas de lumière. Et puis je vis quelque chose. Pas clairement, d'abord. Une anomalie. Une perturbation dans l'obscurité derrière l'enfant.
Il se tenait dos à la forêt. Elle était noire, totale. Mais quelque chose semblait relié à lui. Quelque chose partait du bas de son dos et disparaissait dans l'ombre. Je crus à un effet de lumière. Un vêtement accroché? Une corde? Je me penchai pour mieux voir. L'enfant continuait de murmurer qu'il avait froid, qu'il avait besoin d'aide. Mais je n'écoutais plus. Je fixais ce truc. Ce n'était pas une corde. Pas une ombre. C'était un tube. Un long, épais tube sombre. Il semblait émerger directement du bas de son dos, impossible, et serpentait vers les arbres, 10 ou 15 mètres, avant de disparaître entre deux troncs. Il n'était pas rigide. Il avait une lente flexibilité, comme un énorme cordon ombilical fait d'ombre. Il ne reflétait aucune lumière. Il l'absorbait. Ma respiration se bloqua. Mon sang se glaça. Ce n'était pas juste étrange. C'était impossible. L'enfant continuait à me demander si j'allais l'aider, à répéter que c'était juste là. Ma voix sortit en un murmure. Je lui demandai ce que c'était, derrière lui. Il tressaillit légèrement. Sa tête se redressa. Son visage sembla se figer. « Quoi ?» dit-il d'une voix soudain plate. Je pointai du doigt, tremblant. « Cette chose. Qui sort de ton dos? Qui va dans les bois? Qu'est-ce que c'est ?» Il ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Son regard me transperçait. « Ce n'est rien, » dit-il. La voix avait un tranchant nouveau. « Tu es fatigué. Tu vois des choses. » Il utilisait ma propre excuse contre moi. Je sentis la conviction revenir, nourrie par la terreur. Non. Je la vois. C'est là. C'est connecté à toi. Le silence s'abattit. Les grillons cessèrent. Le vent mourut. Un calme irréel enveloppa la scène. Le visage de l'enfant commença à changer. Pas une transformation spectaculaire. Plus subtil. Plus terrifiant. La peau pâle semblait se tendre. Les ombres des yeux se creusaient. Et un éclat d'une ancienneté glaciale passa sur ses traits. Pas de la colère humaine. Autre chose, plus ancien, plus patient. L'air devint lourd, difficile à respirer. Il parla. Mais la voix n'était plus celle d'un enfant. Elle était profonde, résonnante, avec un grondement de pierre. Elle vibrait dans ma poitrine. « Sors du camion », ordonna-t-il. « Maintenant. » Je saisis le levier de vitesse comme un talisman. Mes doigts tâtonnèrent vers la clé de contact. Je demandai ce qu'il était. Il inclina la tête, ce mouvement brusque et inhumain. Son visage exprimait le mépris. Puis il parla encore. La phrase s'imprima à jamais dans mon esprit. « Pourquoi, les humains sont-ils plus intelligents maintenant ?» gronda-t-il. Cette phrase. La frustration cosmique qu'elle contenait. L'implication d'autres rencontres. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tourné la clé. Le moteur diesel rugit, explosant dans le silence. L'enfant, la chose, recula d'un pas brusque. Son visage se crispa. J'enclenchai la vitesse. Mon pied écrasa l'accélérateur. Le camion bondit, les pneus patinant sur le gravier avant de mordre l'asphalte. Je ne regardais pas. Je fixais la route, mes jointures blanches sur le volant. Le poids lourd prit de la vitesse trop lentement. J'imaginais ce tube s'élancer, accrocher la remorque, me tirer dans la forêt. J'imaginais cette petite silhouette me suivant. Je risquais un regard dans le miroir. Elle était là, sur le bas-côté, immobile. Sa petite silhouette découpée par mes phares. Et derrière elle, le tube sombre serpentait toujours vers la nuit des arbres. Il ne se rétractait pas. Il était juste là. La chose ne me poursuivit pas. Elle resta là à me regarder partir. Et c'était presque pire. Sa confiance. Sa patience.
comme si elle savait qu'il y aurait d'autres occasions. Je roulais. Je ne sais combien de temps. Le pied au plancher. Le moteur hurlant. L'image de ce gamin, de ce tube, de cette voix, imprimée sur mes paupières. Au bout d'une heure peut-être, l'adrénaline retomba, remplacée par une fatigue tremblante. Mes mains secouaient le volant. Les larmes coulaient sur mes joues, non de tristesse mais de terreur pure. Quand l'aube commença à griser le ciel à l'est et que mon téléphone indiqua enfin une barre de réseau, je m'arrêtai sur un espace élargi. Je tombai presque hors de la cabine et vomis sur le gravier. Je restai assis longtemps sur le sol froid, regardant le soleil se lever, essayant de me convaincre que c'était un rêve. Mais je savais que non. On ne rêve pas d'un tube pareil. Ni d'une voix comme celle-là. Je ne l'ai jamais signalé. À qui l'aurais-je dit ? Officier, j'ai vu un enfant qui était en réalité une horreur cosmique reliée au bois par un cordon ombilical d'ombre et qui s'est énervé parce que je ne voulais pas être son repas ? On m'aurait enfermé. J'ai terminé cette livraison en pilote automatique. Puis j'ai démissionné. J'ai trouvé un emploi local qui me garde chez moi la nuit. Je n'ai plus jamais conduit sur des routes isolées dans l'obscurité. Je fais encore des cauchemars. Parfois, quand je suis très fatigué et que je rentre tard, je crois voir un mouvement furtif sur le bas-côté. Mon cœur tente de s'échapper de ma poitrine. Je ne sais pas ce qu'était cette chose. Un alien ? Un démon ? Autre chose encore ? Tout ce que je sais, c'est qu'elle est là dehors. Patiente. Et qu'elle semble avoir compris que ces vieux tours marchent moins bien. Cette question me hante, pourquoi les humains sont-ils plus intelligents maintenant ? Nous avions eu un court appel Zoom vendredi. Il n'y avait que moi, ma responsable et 2 autres membres de l'équipe. L'appel avait duré environ 22 minutes. Rien d'inhabituel. Juste des mises à jour, des échéances, des points de suivi ordinaires. À peine la réunion terminée, ma responsable m'avait envoyé un message. Elle m'avait demandé de supprimer l'enregistrement et de ne le conserver nulle part. Je l'avais fixé, perplexe. Je n'avais rien enregistré. Je lui avais répondu que je n'avais pas lancé l'enregistrement. Elle avait simplement écrit « Alors, qui l'a fait ?» Par curiosité, j'avais vérifié sur Zoom. Il y avait bien un enregistrement, sauvegardé dans le cloud, sous mon compte. Je ne me souvenais même pas avoir vu la notification apparaître. Je l'avais lancé. Au début, tout semblait normal. Nous étions tous là, à l'écran. On parlait, on riait un peu nerveusement, comme d'habitude. Puis, vers la 10e minute, quelque chose avait changé. Nos visages ne correspondaient plus à ce que nous disions. Je souriais en parlant de délai. Ma responsable clignait des yeux sans arrêt, comme si son image se déformait. L'un des gars fixait simplement la caméra, immobile, sans un battement de paupières. L'arrière-plan derrière moi se modifiait sans cesse. Même angle de mon appartement, mais des détails étaient différents. Parfois, la bibliothèque avait disparu. Parfois, la chaise avait changé de place. Une fois, quelqu'un dormait sur mon canapé. Je vis seul. À la 21e minute, le son s'était interrompu. Pourtant, nous étions toujours là, à l'écran, assis, silencieux, les yeux rivés sur la caméra. Aucun de nous ne bougeait. Puis, soudainement, nous avions parlé tous ensemble, d'une seule voix. Ce n'est pas le vrai appel. La vidéo s'était arrêtée. Aujourd'hui, j'ai voulu aller voir ma responsable. Son bureau était vide. Sa plaque avait disparu. Les ressources humaines m'ont dit qu'elle avait quitté l'entreprise il y a 3 mois. Je l'ai vue sur le chemin du travail. J'ai dû m'arrêter en plein milieu de ma marche pour mieux la regarder. Au début, j'ai cru à une mise en scène, une fille déguisée, des ailes attachées à son dos, debout sur le toit d'un immeuble de 4 étages. Peut-être un cosplay, peut-être une promotion.
Ses ailes ressemblaient à du verre peint, des vitraux vivants reflétant la lumière d'une manière sublime tandis qu'elle les faisait bouger. J'ai levé mon téléphone, zoomé, et mon ventre s'est noué. La façon dont elle se penchait en avant, la tête inclinée, comme si elle allait pleurer. C'était elle. Mon ex. Celle qui était tombée. Celle dont le corps brisé surgissait encore dans mes cauchemars. Elle s'est approchée du bord du toit. Je me suis figé, le torse verrouillé par la même terreur qu'autrefois. Puis elle s'est jetée dans le vide. Une chute brève, épouvantable. Jusqu'à ce que ses ailes se déploient. De vraies ailes, attrapant la lumière et dispersant des plumes d'or et de blanc dans le ciel du matin. Elle s'est mise à planer au lieu de tomber. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Je l'ai suivie du regard, les yeux rivés sur sa silhouette glissant dans les airs. Elle se mouvait avec la certitude d'un rapace, tournoyant, observant. Je me suis mis à agripper des passants par la manche, suppliant qu'on regarde vers le ciel, qu'on me dise qu'on la voyait. Ils se dégageaient en marmonnant des insultes. Personne ne levait la tête. Personne ne se souciait de rien. J'ai traversé le parc en titubant, le cœur battant à tout rompre, et j'ai saisi le bras d'une vieille dame assise sur un banc, en train de tricoter. Je lui ai demandé si elle la voyait, l'ange. Elle a levé les yeux vers moi, timide et sereine, puis a souri faiblement. Elle ne voyait rien, mais si moi je la voyais, cela la rendait heureuse. Elle avait toujours su que les anges étaient réels. Elle a tapoté ma main avec douceur, comme à un enfant nerveux, puis a repris son tricot. Je l'ai poursuivie pendant ce qui a dû être 1 heure. Quand je m'arrêtais pour reprendre mon souffle, elle se posait sur un toit ou volait en cercle. Elle ne voulait pas que je la perde de vue. Ce jour-là était exactement le genre de journée d'été qu'elle aimait. Je voyais des chiens du type qu'elle adorait dans les rues. J'ai fini par atteindre un parc bondé de familles. Des enfants sur les balançoires, des parents bavardant sur les bancs, des tout-petits roulant dans l'herbe. Elle chantait au-dessus de tout cela. Peut-être voulait-elle me montrer qu'elle était heureuse. Que je méritais, moi aussi, de trouver quelqu'un d'autre et d'avoir des enfants, malgré son refus d'en avoir avec moi. Il y avait un garçon là-bas, qui ressemblait étrangement aux photos de moi enfant. Un petit garnement d'une dizaine d'années. Elle l'a vu aussi, puis elle a croisé mon regard. Elle a souri, un sourire de prédateur. L'ange a plongé. Elle a foncé comme un rapace, ses ailes fendant l'air, et a arraché l'enfant des bras de ses parents. Ils ont hurlé, supplié qu'elle le relâche. Une panique totale, mais seulement un instant. Puis leurs visages se sont lissés, vides et calmes. Le père a murmuré qu'il pensait qu'il pleuvrait plus tard, en fronçant le ciel. La mère a souri distraitement et a répondu que oui, probablement. Au-dessus d'eux, leur fils se débattait et criait tandis que l'ange le déchirait, le dévorait vivant. Je ressentais chaque morsure, comme s'il était une poupée vaudou de moi. La douleur était si intense que je suis tombé à genoux et j'ai vomi. Ses jambes battaient dans le vide tandis que nous luttions tous deux. Le sang coulait en lourds torrents rouges, les entrailles se déroulaient, éclaboussant balançoires, couvertures de pique-nique et même les épaules d'autres enfants. Et personne ne remarquait rien. Les parents continuaient de siroter leur café, de vérifier leur téléphone. Les enfants riaient, poursuivant des ballons à travers des flaques de sang qui n'existaient pas pour eux. L'ange elle-même était invisible, impossible à percevoir, et ses actions tout autant. Je l'ai fixé, la gorge serrée par la bile, l'enfant était enfin mort. J'ai lentement réussi à me relever sur des jambes tremblantes. Mon ex était couverte de sang, mâchant ce qui restait de son visage. Un morceau de chair arraché à son crâne. Elle m'a fait un clin d'œil et j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Elle reviendrait, en mangerait un autre, et je ressentirais chaque bouchée. L'ange a grimpé extrêmement haut dans le ciel, à une vitesse vertigineuse. Impossible à suivre. Le lendemain, je suis revenu au parc avec un fusil. Je n'allais pas subir cette torture une seconde fois. Si j'avais été une meilleure personne, j'aurais voulu sauver d'autres enfants. Mais c'était pour une preuve.
Un cadavre ailé au sol. Un titre de journal. Quelque chose pour m'empêcher de me réveiller en sueur glacée, en me demandant si j'avais tout imaginé. Alors que je mettais en place ma lunette, la vieille dame s'est approchée. La même robe à fleurs, le même sac de tricot. Elle a dit qu'elle espérait que je verrais cet ange aux ailes de verre aujourd'hui. J'ai gardé la lunette baissée. Je ne lui avais jamais dit ce qu'elle était vraiment. Elle a incliné la tête, a souri trop largement. Elle a demandé pardon et a ajouté qu'elle s'oubliait parfois, qu'elle n'était pas réelle après tout. Quelque chose est alors sorti en titubant de derrière elle. Le garçon, celui qui avait été dévoré. Sa poitrine grossièrement recousue, ses côtes saillant à travers la peau déchirée. Puis la foule est arrivée. Des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants m'ont encerclé. Leurs yeux luisaient faiblement, comme un ver fin retenant un feu. L'un d'eux a expliqué qu'aucun n'était réel, sauf l'ange. Le garçon a ajouté qu'elle seule pouvait sentir et penser, et qu'ils étaient là pour l'aider. J'ai tiré et le crâne d'un homme a explosé. Il s'est effondré, puis s'est relevé, souriant plus largement qu'avant. J'ai vidé le chargeur, mais il continuait d'avancer. Des mains m'ont saisi, m'ont plaqué au sol, ont bourré du tissu dans ma bouche. J'ai fermé les yeux. Ils m'ont coupé les paupières pour que je puisse voir l'ange. Elle est descendue. Mon ex, mon ange. Ses cheveux dorés fouettés par le vent, ses yeux brillants fixés sur moi, ses dents de requin découvertes. Et à cet instant, je me suis souvenu. Le balcon. Mes mains sur ses épaules. La poussée. Son cri. Cette garce prenait des pilules pour ne pas tomber enceinte. Elle me mentait, me faisait croire qu'elle voulait un enfant, alors qu'en réalité elle préparait sa fuite vers un foyer pour femmes. Elle m'a d'abord touché doucement, a embrassé ma peau pendant que les marionnettes me déshabillaient. Puis sont venues les morsures, ses crocs s'enfonçant dans ma chair. Et j'ai compris, c'était son paradis. Ma mère a toujours dit que j'étais un bébé calme. Je suis né en hiver et j'ai été baptisé au printemps. Il y a une photo de ce jour que nous avons depuis toujours. On m'y voit en blanc, avec le prêtre derrière mes parents, et la lumière du soleil traverse les vitraux. Je l'ai regardé des centaines de fois. Mais le mois dernier, j'ai remarqué quelque chose. Dans un coin, tout au fond, se tient un homme. Grand, les mains jointes, qui regarde simplement. Le problème, c'est qu'à cet endroit il n'y a pas de fenêtre. Juste de la pierre. J'ai montré la photo à ma mère. Elle dit qu'il n'est pas sur sa copie. Nous sommes allés à l'église pour en parler au prêtre. Il a fixé l'image longuement, puis a murmuré quelque chose en latin avant de brûler la photo sur place. Il a dit que je devrais dormir avec un chapelet et que ce que j'avais vu ne disparaît pas, ça suit. Depuis ce jour, je prends des selfies pour me sentir normal. Mais sur chaque photo, dans le reflet d'un miroir ou d'une vitre derrière moi, il est là à nouveau. Les mêmes vêtements, les mains toujours jointes, le même regard. Et maintenant je commence à me souvenir de choses que je ne devrais pas. Ma mère affirme que je n'ai jamais eu de frère. Mais je me souviens de lui, debout au bout de mon berceau. Tout a commencé il y a un mois, avec un rêve étrange qui revenait chaque nuit. Des rails s'étendaient dans l'obscurité et je me tenais à côté, attendant quelque chose. Au loin, un son résonnait. Ce n'était ni un moteur ni le cliquetis des roues. C'était plus lent, plus lourd, presque organique. On aurait dit un battement de cœur. Le battement de cœur d'un train. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Juste un rêve bizarre, pensais-je. Sans doute le stress du travail. Mais ensuite, des choses étranges ont commencé à se produire. Des griffures sont apparues sur le mur à côté de mon lit. J'ai commencé à remarquer des traces dans la poussière, comme si quelque chose rampait sur le sol. Mes paumes étaient couvertes des raflures brûlantes, comme si j'avais passé la nuit à agripper du métal chauffé à blanc. Une nuit, le rêve a changé.
Je me suis retrouvé plus près des rails et, pour la première fois, j'ai vu la forme du train émerger du brouillard. Je ne distinguais pas les détails, mais je sentais son regard se poser sur moi. Ce n'étaient pas des phares. C'étaient des yeux. Tout à coup, j'étais à l'intérieur. Je ne sais pas comment j'y suis entré. Le wagon était sombre, rempli d'établis, de livres, d'outils étranges et de personnes qui hurlaient dans des voix incompréhensibles. J'ai essayé de voir leurs visages, mais ils étaient déformés, comme si quelqu'un avait tenté de les reconstruire de mémoire et s'était trompé. Une silhouette se détachait des autres. Grande, encapuchonnée, donnant des ordres silencieux. J'ai voulu m'approcher pour voir son visage, mais il m'a remarqué le premier. C'était la pire sensation. Au moment où nos yeux se sont croisés, quelque chose d'ancien et de primitif m'a saisi. Je me suis réveillé à 4 heures du matin, trempé de sueur et tremblant. Sur le sol, à côté de mon lit, il y avait un morceau de papier. 3 mots y étaient inscrits, « Il arrive ce soir ». Le lendemain, je me suis convaincu que ce n'était qu'une crise d'anxiété. J'ai évité les réseaux sociaux, arrêté le café, même essayé une vidéo de méditation guidée. Rien n'a fonctionné. Cette nuit-là, je n'ai pas rêvé. Il n'y avait ni sommeil ni obscurité. Seulement les rails. Ils se tordaient à des angles impossibles, comme si la géométrie avait renoncé. Je sentais un mouvement sous moi, sans en voir la source. Et puis le son est revenu. Sauf que cette fois, ce n'était pas un battement de cœur. C'était une respiration. Je me suis retourné et, pour la première fois, j'ai vu ses yeux. Pas des lumières. Des yeux. Dans le crâne mécanique du train, quelque chose m'observait avec une curiosité froide, comme un humain observant une fourmilière. Je ne pouvais pas bouger. Je pouvais seulement écouter pendant qu'une voix chuchotait directement dans ma tête. Elle était épaisse de rouille, comme si elle avait voyagé à travers des conduites couvertes d'huile et de sang. Tu as tenu longtemps. Mais tout finit par cesser. Je me suis réveillé sur un matelas détrempé. Du moins je croyais que c'était de l'eau. C'était noir. Ça sentait le diesel. Il y avait une marque gravée dans ma paume. Un symbole comme 2 rails entrelacés en forme d'œil. Je ne sais pas comment il est apparu. Mais je sais ce qu'il signifie. Il arrive ce soir. Il y a environ 1 an, il avait tenté de se suicider 6 fois. Il avait perdu sa petite amie, Jules, dans un accident de voiture pendant sa dernière année de lycée. C'était lui qui conduisait. Il rentrait tard d'une soirée. Il était fatigué et légèrement ivre. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il s'était endormi avant qu'il ne percute de plein fouet le mur d'un bâtiment en briques. Il s'était réveillé avec l'airbag écrasé sur son visage. La douleur était atroce. Ses jambes semblaient tordues dans 15 directions différentes. Le volant était enfoncé dans sa poitrine et il savait qu'il avait brisé ses côtes. Il sentait leurs pointes sortir sous sa peau comme des bâtons aiguisés. Des éclats de verre pendaient à ses joues, retenus par des lambeaux de peau. À chaque battement de cœur, le sang coulait de partout. Mais il n'avait pas connu la véritable douleur avant de voir la tête de sa petite amie fracassée contre le tableau de bord. Les ambulanciers avaient dit que la première chose qu'ils avaient entendue en arrivant, c'était quelqu'un qui criait. Ils l'avaient trouvé en train de fixer le corps de Jules, hurlant si fort qu'il en avait éclaté des vaisseaux sanguins dans ses poumons. Il ne se souvenait pas de ce moment. Après avoir vu ce qui s'était passé, le souvenir suivant était celui de son réveil à l'hôpital, 3 jours plus tard. On lui avait dit qu'il avait survécu à 15 opérations chirurgicales pour reconstruire son corps et qu'il allait s'en sortir. En retour, il avait demandé où était Jules. Une semaine plus tard, il avait tenté de se suicider pour la première fois. Sa vie était en ruine. Il avait arrêté d'aller au lycée. Il ne voulait pas affronter ses amis ni ceux de Jules. Il savait qu'il le détesterait. Il se détestait lui-même. Avaler une bouteille entière de Tylenol avait finalement été plus facile qu'il ne l'avait pensé. Sa mère l'avait trouvé sur le sol de la salle de bain en rentrant plus tôt du travail.
Ce n'était pas une prémonition, elle voulait juste aller plus tôt à la salle de sport. Après sa 3e tentative, ses parents l'avaient fait interner dans un hôpital psychiatrique. La vie à l'hôpital était supportable. Il avait un thérapeute, le docteur Gardelli, qui, pour être honnête, était aimable. Ce dernier répétait que sa vie valait la peine d'être vécue, que Jules n'aurait pas voulu qu'il se détruise ainsi. Mais il connaissait la vérité. Il se considérait comme une ordure. Les 4e et 5e tentatives avaient eu lieu à l'hôpital même, mais à chaque fois on l'avait ressuscité de justesse. Il avait compris qu'après 2 tentatives ratées, on ne le laisserait pas en paix tant qu'il ne ferait pas semblant d'aller mieux. Alors il avait commencé à parler aux autres patients. Il y avait Pete, qui croyait être la réincarnation de Jésus. Pas un mauvais type. On le laissait parfois parler le dimanche. Ses sermons étaient toujours intéressants, même s'il partait dans des digressions incompréhensibles. Il y avait aussi Dal le silencieux. Il ne parlait pas. Mais il souriait si on lui donnait un pudding supplémentaire au repas. Personne ne savait pourquoi il était là, et il avait été libéré un mois après l'arrivée du narrateur. Et puis il y avait Stephen. Stephen était étrange, mais pas comme les autres. Il se démarquait précisément parce qu'il semblait normal. Charismatique, il discutait avec tout le monde. Cohérent, il ne paraissait pas prendre de médicaments. Il était gentil, toujours assis à côté de lui pendant les repas pour parler de tout et de rien, sauf des raisons qui l'avaient conduit à tenter de se tuer. Personne ne parlait de ça entre patients. Stephen était l'homme normal du service. Alors, quand il avait de nouveau essayé de se tuer et que Stephen avait semblé être le seul à s'en soucier, cela avait eu du sens. Après une tentative de pendaison avec un drap trop court, il était sous morphine à l'hôpital. Stephen lui avait rendu visite, plus inquiet qu'il ne l'avait jamais vu. Cela l'avait troublé. Ils avaient parlé, sans s'en rendre compte, il lui avait tout raconté. Jules, la culpabilité, le désir d'en finir. Il avait pleuré pour la première fois depuis l'enterrement de Jules. Il s'était lamenté sur Dieu ou l'univers qui l'empêchait de mourir, suppliant qu'on le laisse payer pour ce qu'il avait fait. Stephen l'avait regardé d'un air étrange, pas avec de la pitié mais avec quelque chose de plus profond, comme s'il prenait une décision. 2 jours après sa sortie de l'infirmerie, Stephen était venu le voir. Il lui avait demandé s'il voulait parler à Dieu. Surpris, il avait écouté Stephen expliquer qu'autrefois, avant Moïse et Abraham, le ciel et la terre étaient si proches qu'ils se chevauchaient. Les hommes luttaient avec des anges, Dieu parlait directement aux humains. Il existait des rituels de cette époque, capables de rapprocher le ciel et la terre et de mettre un homme en présence de Dieu. Tout semblait étrange, mais dans la bouche de Stephen, cela paraissait vrai. Pour la première fois depuis la mort de Jules, il se sentait distrait du désir constant de se tuer. Stephen lui avait donné un papier plié, jauni et graisseux, couvert d'instructions manuscrites tremblantes. Il avait gardé le papier une semaine avant de se décider à suivre les étapes. Le rituel ressemblait à quelque chose tout droit sorti de l'Ancien Testament. Sacrifier un animal, un petit sans défaut. Préparer ses entrailles d'une certaine manière, en brûler certaines parties en prononçant des mots précis et en avaler d'autres crus. Rien que la lecture donnait un sentiment de brûlure et de vertige dans l'estomac. Mais c'était tout ce qu'il avait. Le seul fil entre lui et le néant qu'il imaginait après la mort. Alors il avait commencé à se préparer. Il avait récupéré la plupart des ingrédients dans la cuisine, cachant le tout sous son lit. L'hôpital possédait un poulailler pour les activités thérapeutiques. Il avait volé des œufs fécondés et élevé des poussins dans sa chambre, jusqu'à obtenir un spécimen parfait. Il essayait de ne pas s'y attacher, sachant que cela finirait mal pour l'animal. Il avait obtenu des allumettes et un couteau en plastique affûté. Si le rituel échouait, il se disait qu'il pourrait toujours s'en servir pour se trancher les veines. La lune était dans la bonne phase. À genoux au bord de son lit, il avait exécuté le rituel. Tuer le poussin avait été difficile. Mais il avait suivi chaque étape. Brûler ce qui devait l'être, avaler cru ce qui devait l'être. Prononcer les mots aux sons épais et torsadés. Puis il avait attendu. Au bout d'1 minute, la présence était entrée dans la chambre.
Elle n'était ni chaude ni réconfortante. Elle emplissait l'espace d'un froid noir et d'une lourdeur de feu et de ténèbres. Il avait eu l'impression que son corps se décomposait au niveau cellulaire, secoué de spasmes et de visions incompréhensibles. Il avait eu envie de se prosterner. La présence avait posé une question, sans mots, mais qu'il avait comprise. Ses pensées étaient allées vers Jules, vers l'accident, vers ses tentatives, vers sa vie sans valeur. Tout cela avait été absorbé. Puis il avait cligné des yeux. Et tout avait disparu. Il se trouvait dans un noir complet, sur un sol lisse et froid. Aucun repère. Son souffle résonnait trop fort. L'obscurité semblait physique et pesante. Le temps s'était étiré. 1 heure, 2, un jour, 1 semaine. Il avait eu faim, soif, mordu ses doigts pour mourir, essayé de s'étrangler, mais rien ne fonctionnait. Son corps ne s'affaiblissait jamais. Puis, après ce qui semblait des mois, il avait entendu un autre battement de cœur. Ses mains avaient touché une chair froide et moite. Une voix faible avait répondu qu'elle attendait. Depuis des années. Il avait demandé s'il existait une sortie. La voix avait demandé quel prix il était prêt à payer. Il avait su qu'il était prêt à tout. La voix avait pris ses mains et les avait dirigées. Payer le prix et être libre, semblait-elle dire. Il avait rampé dans le noir pendant ce qui semblait des kilomètres, croisant des bruits monstrueux, des mains qui le frôlaient, d'autres battements de cœur. Puis il avait entendu des hurlements. En suivant ces hurlements, il avait découvert une file interminable d'êtres à genoux, avançant vers une ouverture. Le sol était collant de sang. L'attente avait duré des semaines, peut-être un mois. Enfin, son tour était venu. Il s'était glissé dans le trou. Des mains aux ongles longs et brûlants l'avaient saisi. Une voix immense avait demandé s'il paierait le prix. Il avait crié oui. Alors les mains avaient commencé à le dépouiller. La peau, les muscles, les organes, les yeux, la langue, les poumons. Tout avait été arraché, dans une douleur absolue. Jusqu'à ses os pulvérisés. Et pendant un instant, il n'avait plus été rien. Puis il avait cligné des yeux et retrouvé sa chambre d'hôpital. La présence était là, un instant, comme une finalité. Puis elle était partie. Il avait pleuré de joie, respiré à plein poumon, savouré la lumière. Il avait dormi pour la première fois depuis ce qui lui avait semblé des années. 1 mois plus tard, on l'avait laissé sortir, déclaré en bonne santé. Il n'avait jamais reparlé de l'expérience avec Stephen. Il faisait comme si la conversation nocturne n'avait jamais eu lieu. Parfois, leurs regards se croisaient et il croyait y lire une compréhension silencieuse. Il n'avait plus envie de se tuer. Il avait compris que la mort n'était pas une échappatoire. Pour réparer ses erreurs, il devrait vivre et affronter ses actes, affronter le souvenir de Jules. Il essayait. Cela ne semblait jamais suffisant. Il rêvait encore du noir, des mains, des bruits. Il se réveillait en sueur froide, avec l'impression des ongles sur sa peau. Il craignait que cet endroit l'attende, que son dernier souffle l'Y ramène. Il gardait toujours le papier que Stephen lui avait donné. Il avait souvent voulu le brûler, mais quelque chose l'en empêchait. Il avait l'impression que ce serait un sacrilège. Quelqu'un d'autre en aurait peut-être besoin. Mais pas lui. Une seule conversation suffisait pour une vie entière. Nous avons perdu Ryan l'été dernier. Pas moi personnellement, mais tout le quartier. Il habitait 3 maisons plus bas. C'était un garçon discret, qui avait de bonnes notes et toujours poli. Il était parti en randonnée avec des amis, avait glissé d'une falaise. On avait retrouvé son sac à dos, une chaussure et son téléphone, fissurés et éteints, mais jamais son corps. C'était le genre de drame qui se dépose sur une rue comme un brouillard. Ses parents avaient organisé des funérailles à cercueil fermé. Sa mère avait cessé de parler à qui que ce soit. Son père avait tondu la pelouse 3 fois en 1 semaine, puis ne l'avait plus touchée pendant des mois. Puis la vie avait repris son cours. Comme toujours. Jusqu'à la nuit dernière.
Je promenais mon chien devant leur maison lorsque la lumière du porche s'est allumée et que la porte s'est lentement ouverte. Ryan est sorti. Les mêmes cheveux en bataille. Le même sweatshirt que sur les affiches de disparition. La même cicatrice sur le menton, celle qu'il s'était faite en tombant de vélo en CM1. Il a levé la main dans un geste de salut. Je suis resté figé. Son père est sorti derrière lui, souriant comme si tout allait bien. Comme si rien ne s'était passé. Comme si Ryan revenait de l'école. Personne n'a posé de questions. Pourtant, Ryan n'avait jamais été enterré. Il n'avait pas pu. Il n'y avait pas de corps. Je me souvenais de sa mère confiant à la mienne, en pleurs, qu'elle avait senti le moment de sa mort. Elle disait qu'elle en était sûre. Aujourd'hui je l'ai revu, debout dans leur allée. J'ai essayé de lui parler. Il m'a souri, mais ses yeux ne bougeaient pas. Il ne semblait même pas me voir. Il restait là, immobile, clignant exactement toutes les 5 secondes. Je lui ai demandé où il avait été tout ce temps. Il a répondu qu'il était en dessous. Puis il a ri. Mais sa bouche n'a jamais bougé. Ce soir je l'observe depuis ma fenêtre. Il est maintenant debout sur leur toit, parfaitement immobile. Il fixe ma maison. Il cligne des yeux toutes les 5 secondes. Je n'ai pas vraiment regardé mon propre reflet depuis des semaines. Ni dans un miroir, ni dans une vitrine, ni même dans l'écran éteint de mon téléphone avant qu'il ne s'allume. Parce que quand je le fais, il est là. Debout juste derrière moi. En train d'observer. Tout a commencé il y a environ 1 mois, après l'incident sur la plage. J'étais maître nageur. Ce n'était pas une carrière, juste un job d'été pour payer les factures. La plupart du temps, c'était monotone, des enfants qui couraient, des gens qui oubliaient la crème solaire, une piqûre de méduse de temps en temps. Des choses routinières. Mais ce jour-là était différent. Il y avait un vieil homme. Il semblait confus, désorienté. Il s'avançait vers l'eau, tout habillé. Je le ramenais doucement vers sa famille, qui paraissait excédée, expliquant qu'il souffrait de démence. Cela s'est produit plusieurs fois. Puis je me suis occupé d'un enfant qui s'était écorché le genou. J'ai détourné les yeux du vieil homme 10 minutes, tout au plus. Il n'en a pas fallu davantage. Quand j'ai levé les yeux de nouveau, il était là-bas. Loin. Au-delà des vagues où l'eau devient profonde et traîtresse. Il ne nageait pas. Il se débattait, sa tête disparaissant sous les flots, la panique gravée sur son visage. J'ai sifflé, saisi ma bouée et plongé dans l'eau. Elle était glaciale, le courant fort. J'ai nagé de toutes mes forces, les bras en feu, les poumons en flammes. Mais il était trop tard. Quand j'ai atteint l'endroit où je l'avais vu pour la dernière fois, il n'y avait plus rien. Seulement cette étendue grise et indifférente. Nous avons cherché pendant des heures. Son corps s'est échoué 1 kilomètre plus loin le lendemain matin. La culpabilité était immense. Écrasante. C'était mon travail de veiller, de protéger. Et j'avais échoué. Si seulement j'avais été plus attentif. Quelques jours après l'enterrement, cela a commencé. Je me brossais les dents, fixant distraitement le miroir de la salle de bain. Et il était là. Pas dans le miroir exactement, mais derrière mon reflet. Le vieil homme. Sa peau était gonflée et pâle, couleur de parchemin mouillé. Ses yeux étaient des cavités sombres. Ses vêtements trempés collaient à son corps maigre. Et il se contentait de me regarder. Pas avec colère ni reproche. Juste, attendre. J'ai éclaboussé mon visage d'eau froide, persuadé d'être trop fatigué, trop stressé. Mais quand j'ai relevé la tête, il était encore là. Plus net, presque. Ce n'était pas seulement le miroir de la salle de bain. C'était chaque surface réfléchissante. Une flaque sur le trottoir après la pluie. Le chrome poli d'un pare-choc. La surface sombre de mon café du matin avant d'y verser le lait. Chaque fois que je croisais mon reflet, il était là, silencieux,
gonflé d'eau, debout juste derrière moi. Son regard vide fixé sur moi. J'ai tenté d'ignorer cela. De me dire que ce n'était qu'une manifestation de ma culpabilité. Mais il était si réel. Le tissu gorgé d'eau qui pendait, la teinte bleutée de ses lèvres. Des détails que mon esprit n'aurait pas dû inventer avec autant de précision. Le sommeil est devenu un champ de bataille. À peine les yeux fermés, je le voyais flotter dans l'obscurité derrière mes paupières. Je me réveillais trempé de sueur, persuadé qu'il se tenait dans un coin de ma chambre, hors de vue. Mon appétit a disparu. J'ai maigri. Le monde a commencé à paraître mince, irréel, comme une image mal projetée. J'ai fini par craquer et consulter une psychiatre. Je me sentais ridicule en essayant d'expliquer. Elle a écouté patiemment, hochant la tête. Elle a parlé d'une manifestation hallucinatoire liée au deuil. Un terme sophistiqué pour dire que ma culpabilité me faisait voir des choses. Elle m'a prescrit un léger anxiolytique et donné un conseil, briser l'association. Éviter les surfaces réfléchissantes pendant un moment. Détourner consciemment le regard. Le temps que la culpabilité s'estompe, les visions disparaîtraient. Cela paraissait trop simple, mais j'étais désespéré. J'ai essayé. J'ai couvert le miroir de ma salle de bain. J'ai évité les vitrines. J'ai appris à me raser au toucher. J'ai cessé de boire mon café dans des tasses sombres. C'était difficile, mais je voulais qu'il parte. Pendant une semaine, cela a presque fonctionné. Je ne le voyais plus, puisque je ne regardais plus. Les médicaments atténuaient l'anxiété. Je recommençais à dormir un peu mieux. Je me disais qu'elle avait peut-être raison. Que ce n'était qu'un tour de mon esprit. Puis tout a empiré. Un soir, je rentrais des courses. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le trottoir. J'ai baissé les yeux vers mon ombre. Et il était là. Non plus dans un reflet, mais dans une ombre superposée à la mienne, debout juste derrière. Il semblait plus proche. Pas physiquement dans l'ombre, mais dans la sensation. Comme s'il avait avancé d'un pas dans l'espace spectral qui l'occupait. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus seulement des reflets. Les jours suivants, cela a empiré encore. Je le voyais dans l'écran noir de ma télévision, dans la surface polie d'une table, dans le reflet furtif de mes lunettes. À chaque fois, il était un peu plus près. Dans mon ombre, il ne se tenait plus derrière, il se fondait presque en elle. Sa présence était devenue oppressante, un poids constant sur ma poitrine. Le conseil de la psychiatre avait eu l'effet inverse. Éviter les reflets ne l'avait pas fait disparaître. Cela l'avait fait s'adapter. Se propager. Comme une tache. J'ai arrêté le traitement. Ce n'était pas une hallucination. C'était autre chose. Quelque chose de réel. Et j'ai compris quelque chose. Quelque chose que je n'avais dit à personne. Le vieil homme, ce jour-là. Je ne suis pas arrivé trop tard. C'est le mensonge que je me suis raconté, que j'ai raconté aux autres. La vérité, c'est que je l'ai atteint. J'ai vu la panique dans ses yeux, senti ses mains maigres me griffer en cherchant de l'air. Je l'avais. J'aurais pu le ramener. Je l'ai choisi autrement. Être maître nageur offre des opportunités. Les gens sont vulnérables dans l'eau. Insouciants. J'ai une passion particulière. Cela a commencé il y a quelques années. Un besoin. Une curiosité. Voir ce que cela faisait. Observer la lumière s'éteindre dans les yeux de quelqu'un en sachant que j'en étais la cause. Mon premier fut un ivrogne évanoui trop près de la marée, tard dans la nuit. Facile. Salissant, mais facile. Après cela, la culpabilité était différente. Aiguë, presque grisante. Un secret. Et elle disparaissait vite, surtout après le suivant. Chaque nouvelle expérience effaçait l'ancienne. Le vieil homme, avec sa démence, sa vulnérabilité, c'était un nouveau type. Un nouveau goût. Je l'ai maintenu sous l'eau un peu plus longtemps. Puis j'ai joué le rôle du sauveteur attristé.
Jamais cela ne m'était arrivé auparavant. Avec les autres, il n'y avait rien. Juste une satisfaction discrète. Mais lui, il s'accrochait. Ou bien c'est moi qui m'accrochais. Je me suis dit que la psychiatre avait tort, mais que le principe était bon. Je devais briser l'association. Non pas en évitant, mais en répétant. En superposant ce mauvais souvenir avec un nouveau. C'est ce qui avait fonctionné avant. Il me fallait recommencer. Je suis retourné à la plage. Pas la même. Une autre, quelques villes plus loin. J'ai renouvelé sans problème mon certificat de maître nageur. Je devais me remettre dans cet environnement. J'avais besoin de l'occasion. Pendant une semaine, j'ai scruté les vagues, la peau en feu. Chaque reflet sur l'eau me le montrait. Plus près. Son visage presque collé à mon épaule dans le reflet. Ses yeux creux plantés dans les miens. Mais je tenais bon. J'attendais. Puis je l'ai vue. Une jeune femme, nageant seule, loin du rivage. Forte nageuse, mais isolée. Vulnérable. Parfaite. C'était le moment. Cela allait tout réparer. Un nouveau souvenir pour écraser l'ancien. Je me suis levé, saisi ma bouée, le cœur battant d'une excitation sombre qui étouffait presque la peur. J'ai marché vers l'eau. Cette fois, je serai parfaitement à l'heure. La première vague m'a mouillé les chevilles. Froide. Et alors cela s'est produit. Ce n'était ni une crampe ni un faux pas. C'étaient des mains. Des mains glacées, d'une force impossible, surgissant du sable sous l'eau peu profonde, agrippant mes chevilles comme des menottes. Elles étaient d'un froid mordant, leur étreinte d'acier. J'ai crié, un son étranglé, et j'ai baissé les yeux. Il n'y avait rien. Juste l'eau qui tournoyait autour de mes jambes. Mais la prise était réelle. Elle me tirait vers le large. Une panique brute, absolue, a explosé dans ma poitrine. Je me débattais, donnant des coups de pied, mais les mains serraient plus fort, m'entraînant. L'eau montait à mes genoux, puis à ma taille. Le fond sablonneux disparaissait sous mes pieds. J'ai hurlé, un vrai hurlement cette fois. Je griffais l'air, l'eau, luttant contre cette force invisible qui voulait me noyer. Pendant un instant terrifiant, j'ai cru que c'était la fin. Le chasseur devenait la proie. Dans un dernier sursaut d'adrénaline, je me suis jeté en arrière, vers le rivage. Les mains ont résisté un instant, puis, avec une sorte de soupir, elles m'ont relâché. J'ai rampé sur le sable mouillé, haletant, tremblant. Je suis resté allongé, le soleil battant sur moi, les bruits joyeux de la plage à des années-lumière. Puis j'ai levé les yeux vers l'eau. Il était là. Debout dans le ressac peu profond, aussi clair que le jour. Le vieil homme, gonflé d'eau, ses vêtements collés à lui, ses yeux creux fixés sur moi. Mais cette fois, il y avait quelque chose de nouveau. Un sourire. Un sourire qui disait, « Je te vois, je sais ce que tu es. Et tu n'y échapperas pas. » Ce n'était pas la culpabilité, ce n'était pas une hallucination. C'était lui et il n'était plus seulement en train de regarder, il agissait. Il protégeait les autres de moi. Je n'ai pas attendu, je n'ai pas réfléchi, j'ai couru. Loin de la plage, de l'eau, de ce cadavre souriant. J'ai couru jusqu'à ma voiture et conduit jusqu'à mon appartement. Je suis là maintenant. La serviette a disparu du miroir, je ne peux plus éviter. Il est là, debout derrière moi, plus près que jamais. Son sourire a disparu, remplacé par ce regard vide et patient. Mais je le comprends maintenant. Ce n'est pas du blâme, c'est une promesse. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.